Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette rencontre matinale, j'ai envie de dire très matinale, et nous sommes très heureuses, nous sommes que des femmes sur le plateau, nous sommes très heureuses que vous soyez avec nous pour cette rencontre au Grand Palais, au Festival du Livre de Paris, pour cette rencontre consacrée à la trilogie, excusez-moi, voilà, c'est le matin, je ne suis pas complètement réveillée, mais je vais me réveiller progressivement en parlant, je vous rassure, enfin j'espère en tout cas. Merci donc d'être avec nous pour cette rencontre autour de la trilogie dans la littérature de l'imaginaire. Nous avons avec nous 3 autrices, comme vous le voyez, et une interprète parmi elles, Gaëlle Benacchio, que je salue immédiatement pour que vous puissiez l'identifier, puisque 2 des autrices que nous recevons aujourd'hui sont britanniques, si je ne m'abuse. Voilà, ce sont des citoyennes britanniques. Alors, je vous les présente rapidement. Moira Buffini, à ma droite. Comment on prononce exactement votre nom? Buffini, ça ira? Voilà. Moira Buffini, vous êtes l'autrice de la trilogie des torches et nous parlerons aujourd'hui en particulier du tome 1 qui est déjà paru et qui s'intitule Songlight. À votre droite, enfin après la traductrice, je vous présente Hannah Kanner. Voilà. Vous êtes l'autrice des Dieux déchus. Le tome 1 est paru il y a un petit moment. Il s'intitulait God Killer. Et nous avons la parution récente du livre 2, Sunbringer. Voilà. À votre droite, l'autrice française du jour, puisqu'il y a aussi des autrices de trilogie et de fantasy en France. Je vous présente Fanny Caldin, du Caldin. Là, j'ai moins de difficultés, hein, évidemment. Vous êtes l'autrice des Arcanes de Brume. Et le tome 1 est paru l'année dernière. Le tome 2 est paru récemment. Il s'intitule L'Oracle maudit. Je le disais, 3 femmes, 3 autrices de trilogie, toutes dans le domaine de l'imaginaire. On peut même dire de la fantaisie, avec des nuances pour chacune pour le type de fantaisie qu'elles ont écrite. Il y a également une particularité qui ne se voit pas. Nos 3 autrices ont écrit leur premier roman, chacune. Et c'est pas rien. C'est l'occasion de leur demander pourquoi elles ont choisi de se lancer directement. Enfin, moi, si j'écrivais mon premier roman, je choisirais peut-être d'écrire d'abord un roman et après, on voit si ça marche. Elles ont choisi chacune d'écrire un premier roman, mais tout de suite, une trilogie. Et je vais donc leur demander à chacune, ça sera notre premier tour de table, et après, nous entrerons peut-être dans la discussion, le débat, je ne sais pas. D'abord, pourquoi, alors qu'elles n'avaient pas encore écrit de roman, elles ont choisi immédiatement d'écrire une trilogie. Alors peut-être qu'on va apprendre que ce n'était pas prévu pour être une trilogie, je ne sais pas. J'ai autant d'inconnus que vous sur le sujet. Peut-être commencer par Moira Buffini, puisque vous êtes scénariste, dramaturge, donc vous avez une existence, disons, littéraire au sens large dans de nombreux domaines, et vous avez choisi d'écrire un roman et hop, une trilogie. I wanted to, I had this idea for this story for many, many years in my head, and I wanted to write it. Please excuse mon anglais, je ne parle très bien le français, je suis désolée. I wanted to write this as this story, and I thought I would write a film. I began as a film. I wrote exterior, day, harbour, and I realised it was impossible because in this story I was imagining a far, far future, and I had to imagine every single detail, and I couldn't do it in the very tight structure of a screenplay. And I began to write, for the first time in my life, prose. And I discovered that I loved it. So that's why it's a novel, and it grew as I began into I realized the story was
too big for one book. And that's when I realized it was 3. C'est une idée que j'avais depuis de nombreuses années, mais avant de continuer, désolée pour mon anglais, je ne parle pas très bien français. Donc, c'est une histoire qu'à l'origine, je voulais écrire sous forme de film. Et j'ai commencé à l'écrire pour un film, mais j'ai rapidement réalisé que c'était impossible parce que cette histoire se situait dans un futur très éloigné, dont je devais imaginer tous les détails, aussi petits soient-ils. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas le faire dans la structure aussi resserrée que celle d'un scénario de film. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise à écrire de la prose pour la première fois de ma vie. Et c'est comme ça que c'est devenu un roman. Et rapidement, j'ai aussi réalisé que c'était trop grand, trop ambitieux pour un seul livre. Et c'est comme ça que c'est devenu une trilogie. Alors j'ai envie de réagir à ce que vous dites tout de suite, juste en peu de forme de petit clin d'œil. C'est là qu'on s'aperçoit de l'avantage de la littérature, peut-être sur le cinéma. Tout est possible, il n'y a pas de contraintes financières notamment, ni de contraintes géographiques. Ça doit être extrêmement plaisant d'être libéré des contraintes que l'on connaît dans son premier métier, celui de scénariste et celui dans le domaine du cinéma. Yes, it is. I found it amazingly freeing to write something so expansive. And it's the first time in my life when I haven't received the note cut. I got the note, please write more, write more, write more. This has never happened. This is impossible for a screenwriter. We always are told to cut. But I am very happy that I had the discipline of my life as a screenwriter and a playwright before becoming a novelist, because I apart from reveling in the freedom, I think it's given me a sort of discipline that has been very helpful. But yes, and the expansive world. What I also love is that every single person who reads the book will envision it differently. Whereas in a film, we all see the same thing. Oui, tout à fait, c'est très libérateur. J'ai vraiment apprécié la liberté de ce domaine immense qui s'ouvrait à moi grâce à l'écriture de ce roman. C'est la première fois de ma vie que je ne recevais pas des notes qui me disaient « raccourcissez ». Pour une fois, on me disait « écrivez plus ». Écrivez encore. C'est tout à fait impossible pour un scénariste de cinéma. On reçoit toujours des notes qui nous disent raccourcissez, coupez. Mais d'un autre côté, j'étais vraiment heureuse d'avoir la discipline de ma carrière de scénariste et de dramaturge. Donc d'un côté, effectivement, j'ai vraiment joui de cette liberté. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé la discipline de ma carrière précédente tout à fait utile. Ce que j'apprécie beaucoup aussi dans le fait d'avoir écrit un roman, c'est que chaque lecteur, chaque lectrice va avoir une vision différente de l'univers que j'ai créé, alors que quand vous regardez un film, tout le monde le voit de la même façon. Hannah Kanner, c'est également votre premier roman, votre première trilogie. Alors, je ne sais pas ce que vous faisiez avant d'écrire. J'ai assez peu d'informations sur vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes venu à vous décider à écrire un roman et vous aussi, bim, une trilogie? Okay. God Killer wasn't my first book. It was actually my 7th book. I had written a number of novels before around my day job, which was primarily working in the software development sector, which was my, it was my income, my bread and butter, my rent. And writing for me had been something that had been a passion since I was very young, but had never become anything more than a passion. I was able to sign with an agent with my 3rd book, and then I had 3 more books with that agent that what we call died on sub. They went out to publishers in the UK and the US, and no one bought them. And each time I would say to my agent, well, what do I do now? Like, how do I begin again?
And she would say, just pull yourself together and write another book. So I kept writing and re-beginning and restarting and re-hoping for something to happen. When I was writing Godkiller, I had all but given up. I no longer saw myself becoming anything other than in the sector, in the technology sector. I just thought, if I write for another 50 years and I never get published, I will still want to write. That's still part of who I am. So for me, it was just a book of joy and a kind of love letter to fantasy. And there is a traditional structure around fantasy, around trilogies, but I actually pitched it as a duology, as 2 books, because I saw it as a quest story, a hero's journey there and back again. And so I thought the first book would be there, and the second book would be back again. And then my agent said, yeah, but 3 books makes more sense, and that they'll probably buy 3 books more likely than they would buy 2 books. Do you think you can make the story bigger? And I said, yes, please. And so I came back with another synopsis for a 3rd book to expand the world, and it gave enough space for the story to breathe. It also meant that each book I could explore a different aspect of fantasy. So the first book is a quest, the second book is rebellion, and the 3rd book is war. War. En fait, Godkiller n'est pas mon premier roman, c'est en fait mon 7e roman. Donc j'ai écrit beaucoup de livres avant celui-là, en parallèle de mon travail qui m'assure des revenus, qui remplit mon frigo, qui paye mon loyer. Donc je travaille dans le développement informatique. Mais l'écriture, c'est ma passion depuis que je suis toute jeune. Et je n'avais pas eu l'occasion d'en faire plus que ma passion depuis. J'ai pu trouver un agent au moment de mon 3e livre. Et les 3 livres suivants, en fait, ont connu une impasse. C'est-à-dire que j'avais un agent, les livres ont été envoyés à un éditeur, mais ils ne les ont pas achetés. Donc, il fallait recommencer. Et à chaque fois, mon agent me disait... eh bien, reprends-toi, remets-toi à écrire et on verra bien. Donc, à chaque fois, j'ai dû me reprendre, me remettre à écrire, retrouver un peu d'espoir. Et en réalité, au moment de l'écriture de Godkiller, j'avais plus ou moins abandonné. Je me disais que j'allais passer ma vie dans le secteur informatique. Mais je me disais aussi que finalement, si je pouvais passer les 50 prochaines années à écrire sans être publiée, eh bien, ça m'allait aussi. Parce que écrire fait vraiment partie de qui je suis. Et donc, je me disais, c'est bien comme ça. Et donc, j'ai écrit Godkiller comme une espèce de lettre d'amour à la fantasy. D'abord, ce n'était pas censé être une trilogie, c'était plutôt en 2 livres, sous forme de quêtes. D'histoires concentrées sur une héroïne. Et donc, dans ma tête, c'était plutôt un aller-retour. Le premier livre, un aller, le 2e livre, un retour. Et mon agent m'a dit que dans ce genre-là, 3 livres avaient plus de sens et surtout étaient plus susceptibles d'être achetés par une maison d'édition. Donc, elle m'a demandé d'allonger l'histoire. Elle m'a demandé si c'était possible. Et j'ai dit oui, bien sûr. Et donc, j'ai repris le synopsis de l'histoire pour en faire 3 livres. Et en réalité, ça a donné plus d'espace à l'histoire pour respirer. Et donc, j'ai pu consacrer de cette façon chacun des 3 volumes à un aspect différent de la fantasy. Le premier volume est une quête. Le 2e volume, une histoire de rébellion. Et le 3e volume se concentre sur la guerre. Merci. Fanny Caldin, alors, vous, c'est votre premier roman publié aussi. Alors voilà, je reviens. C'était votre premier roman publié, bien sûr, Anna Kanner, si j'ai bien compris. Tout de même, ça ne vous a pas empêché d'écrire d'autres romans auparavant. Fanny Caldin, à ma connaissance, c'est votre premier roman publié. Peut-être avez-vous écrit aussi avant. Je ne sais pas comment s'est fait votre entrée. Alors, non pas dans le monde de l'écriture, mais au moins dans le monde de l'édition.
Alors, comme Anna, moi aussi, j'écris depuis que je suis toute petite. Donc, beaucoup d'histoires, beaucoup de romans. On ne pouvait pas tellement appeler ça comme ça à l'époque. C'était pas toujours fini, c'était pas toujours étoffé. Mais j'avais ce désir d'être autrice depuis toute petite. Et je me lançais régulièrement dans des nouvelles idées, des nouvelles histoires. Et celle-ci a été différente. Je l'ai assez vite sentie dans l'écriture. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait des plans, j'ai fait des fiches de personnages, des choses que j'avais jamais faites avant, où je me laissais vraiment guider, porter par l'envie. Là, j'ai été très sérieuse. J'ai eu aussi, alors moi je peux dire la chance, mais c'est un peu particulier, que le confinement arrive. Donc bon, c'est une malchance pour une chance. Mais du coup, j'avais énormément de temps pour écrire, puisque je ne partais plus au travail. Et donc, je me suis plongée dans cette histoire entièrement, jour et nuit. Et je l'ai menée jusqu'au bout. Ce que je trouve être le plus difficile quand on écrit un livre, c'est d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais ? J'ai cette histoire en laquelle je crois. J'en ai écrit des dizaines avant, mais j'ai la sensation que c'est celle-là que je pourrais porter et que je pourrais amener, encore une fois, jusqu'au bout de son histoire à l'histoire, c'est-à-dire un livre. Et du coup, j'ai vraiment envoyé des manuscrits à mes 10 maisons d'édition préférées et j'ai attendu. Et ça a pris plusieurs mois et j'étais très impatiente, mais finalement, j'ai eu l'appel, comme on voit vraiment dans les films, où je décroche et où j'entends, voilà, c'est l'éditrice de Robert Laffont, je voudrais vous publier. Et là, c'était merveilleux. Vous dites, Fanny Caldin, que c'est le premier livre pour lequel vous avez adopté une méthode peut-être un peu plus structurée. Est-ce que... là, vraiment, c'est de la curiosité quant au processus d'écriture. Est-ce que vous avez participé à des ateliers d'écriture ? Est-ce que quelque chose a changé votre manière d'écrire ? Alors non, j'ai jamais participé à des ateliers. Je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Je savais comment je procédais. C'est-à-dire que je commençais une histoire, j'étais hyper emballée, je me mettais à écrire comme une furie pendant des jours, des semaines, des mois. Et puis j'avais une autre histoire qui me plaisait encore plus, donc j'abandonnais la première, je me mettais à la seconde. Et je pense qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à savoir comment je fonctionnais et à voir que si je ne m'imposais pas un plan, j'allais arrêter, comme toutes les autres histoires. Or, celle-là, je l'aimais particulièrement. J'avais pas du tout envie d'arrêter. Et il y a une chose aussi qui m'a aidée, je pense, à l'amener jusqu'à la fin, c'est que ce qui devait être au début qu'un gribouillage dans mes ordinateurs et dans mes carnets, comme toutes les autres avant, pour celle-ci, j'avais l'idée d'une suite. Donc, quand j'ai commencé l'écriture, j'avais vraiment juste une histoire en elle-même. Et plus j'écrivais, plus je voyais de chemins à prendre, plus j'avais d'idées en me disant, mais si elle fait ça à ce moment-là, ça pourrait l'amener à faire autre chose après, plus loin, à développer ça. Et du coup, d'avoir cet horizon de peut-être qu'il pourrait y avoir une suite, ce qui ne serait pas une suite pour moi, mais une suite aussi pour les lecteurs et les lectrices. Je pense que ça aussi, ça m'a aidé à avoir une méthode et voilà, à me mettre dans une circonstance d'esprit que j'avais jamais eue jusque-là. Alors, vous venez d'en dire un mot, et puis Hannah Kanner en avait dit quelque chose précédemment. On peut penser l'idée d'une trilogie de manière assez différente. Soit on la voit tout de suite comme une trilogie, soit on se fixe un objectif qui est l'écriture d'un livre, et puis on se dit je continuerai bien pour moi, pour mes lecteurs, pour mes personnages. Est-ce que vous pouvez redévelopper un petit peu ? Mais en fait, je pose la même question aux trois autrices. Comment s'est imposée la forme de la trilogie et quels avantages, quel plaisir y avez-vous trouvé particulièrement ? Alors, comme je disais au début, c'était qu'une petite histoire et j'avais plein d'idées pour la suite. Donc, quand j'ai fini le premier tome, que je l'ai travaillé avec mes éditeurs, ils m'ont demandé ce que je voyais après pour la suite de l'histoire, puisque je leur avais dit que ce n'était pas un tome unique. Et donc, j'ai juste fait un résumé. J'ai écrit une chronologie détaillée des événements, sans avoir aucune idée de si on allait faire 2 tomes, 3 tomes, 4 tomes. Bon, je me suis vite rendu compte que, vu les actions que j'avais prévues, 2 tomes, c'était vraiment court, parce que j'aime bien prendre mon temps dans l'écriture, amener le personnage avec ses pensées, l'ambiance, les décors, etc.
Donc faire tout ça en 2 tomes. Et vous, je ne l'ai pas dit, mais c'est une fantaisie ésotérique. Il y a quand même vraiment tout un monde Oui. à mettre en place pour que le lecteur aussi accepte de basculer dans cet univers de croyances particulier. C'est ça. Donc dans le premier tome, il fallait vraiment expliquer ce monde, expliquer cette manière de voir le monde, puisque c'est quand même très ancré dans notre monde à nous. Donc il y avait un vrai thème d'introduction. Et donc après, il fallait vraiment développer l'histoire. Donc 2 tomes, c'était pas assez, pardon. 4 tomes, c'était trop. Donc la trilogie s'est un peu imposée à moi sans que j'y réfléchisse. Et puis il y avait dans l'histoire vraiment une césure au milieu de ce qui est maintenant le tome 2 et le tome 3. Donc c'est très bien tombé. Après, dans le plaisir d'écrire une trilogie, moi ce que j'ai particulièrement apprécié, c'était de donner des indices dans chaque tome, dans le tome 1, dans le tome 2, que je révélais après. C'est ce jeu avec les lecteurs et les lectrices de se dire est-ce que vous avez remarqué ce petit détail que j'ai glissé là, vous allez le retrouver plus tard, donc attention. Voilà, il faut toujours rester éveillé quand on lit une trilogie et en tant qu'auteur, c'est très agréable de jouer avec son lecteur. C'est difficile aussi parce qu'on ouvre plein de portes dans le tome 1 et le tome 2. Il faut toutes les refermer dans le tome 3. Donc ça reste un travail très exigeant auquel je ne m'étais pas du tout attendue quand je me suis lancée. Parce que comme vous l'avez dit au tout départ, c'est quand même, je pense, plus simple de se lancer dans un tome unique. Et à bien y réfléchir, si je devais le refaire, peut-être que j'attendrais un peu pour faire une trilogie. Et vous qui écrivez un roman ésotérique, enfin de la fantaisie ésotérique, le 3, c'est quand même un chiffre particulier. Oui. Ça a du sens pour vous en particulier ? Alors, dans l'ésotérisme, je me suis beaucoup renseignée. J'étais pas du tout là-dedans avant d'écrire. Et puis, j'ai découvert un peu par hasard s'il y en a. Et donc, je me suis plongée dedans dans mes recherches. Et il se trouve que le 3, c'est mon chiffre de chemin de vie. Donc, finalement, c'était tout écrit que je devais commencer par une trilogie. Hannah Kanner, vous en avez dit quelques mots, mais est-ce que vous voulez bien prolonger encore cette réflexion sur l'écriture d'une trilogie ? Pourquoi ou comment vous êtes-vous projeté immédiatement dans ces 3 tomes ? Est-ce qu'il y a eu des changements en cours de route ? Et quel plaisir particulier avez-vous trouvé à concevoir un roman sur 3 tomes ? I love Fanny's answer about that each book reveals more about the world, and through each book you're kind of seeing the world through a different frame. And I think that is one of the first book is kind of, like you said, like an introduction to the world, this kind of entry point. And then with each tome, with each book, you need to kind of expand that world a little wider and kind of shine the torch brighter and further into the story. So I really see a trilogy kind of like an expanding window into the world that you're writing. I think that's a really beautiful way to look at it. I also see trilogies as, and that's what I kind of tried to bring into Godkiller, was this very narrow narrative path that kept getting bigger with each story and more complicated, with more worlds being and more countries being brought into the story, more politics, more power, more gods. And I really enjoyed the trilogy structure, being able to bring about that sense of expansiveness. I also found a trilogy kind of like a playground structure. It has traditions, it has formats, it has very strong has a strong correlation to both film and book writing in Western fantasy. So with Star Wars, with Lord of the Rings, with what we kind of perceive as sort of semi-fantasy trilogies. The first one is kind of the introduction. The second one, everything goes wrong. And the third one, you're hoping that everything will come back together. And I enjoyed using these tropes and these structures
in each book to create something both unique but also with respect to what has come before. J'ai beaucoup apprécié ce que Fanny a dit sur le fait que quand on écrit une trilogie, on peut parsemer l'histoire d'indices, on peut révéler des choses progressivement, on peut créer des fenêtres qui s'ouvrent un peu plus sur le monde. Donc, comme elle l'a dit, pour moi, le premier volume, c'est aussi une introduction, un point d'entrée dans cet univers que j'ai créé. Et dans chaque tome, je vais avoir l'occasion de donner plus d'expansion à cet univers-là, de porter la torche un petit peu plus loin. Oui, moi je vois la trilogie aussi comme une fenêtre qui s'ouvre de plus en plus largement sur l'univers qu'on a créé, et ça c'est très beau. Il y a aussi un autre aspect, et c'est comme ça que j'ai conçu God Killer. On a au début une ligne narrative très étroite, très resserrée. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la trilogie, elle se complexifie. Le monde qui correspond s'épaissit. On a de plus en plus de jeux de pouvoir, de politique, de figures de Dieu aussi qui apparaissent dans l'histoire. Donc vraiment, pour moi, trilogie rime avec expansion. Je vois aussi cette forme-là comme un terrain de jeu dans lequel être en dialogue aussi avec les traditions, parce que la trilogie, c'est très intimement lié avec à la fois des livres et des films de fantasy que tout le monde connaît, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Star Wars. Et donc, il y a ces traditions-là, cette idée que dans le premier volume, c'est l'introduction, on met en place l'univers. Dans le deuxième volume, tout s'effondre, rien ne va. Dans le troisième volume, on se remet à espérer que les choses s'arrangent. Donc, j'ai aimé pouvoir jouer avec ces tropes, avec cette structure un peu traditionnelle, et en même temps avoir l'occasion de créer quelque chose d'unique dans le respect de cette tradition. Oui, vous l'avez sous-entendu. Le chiffre 3, c'est le chiffre symbolique de l'initiation, du parcours initiatique. C'était important pour vous de vous inscrire d'emblée dans un schéma justement de type initiatique en écrivant de la fantaisie? Yes, I think with the tradition of the quest, you bring together people from very different backgrounds with very different views on the world. I also in the book chose to write it with 4 different points of view. So it's a very, very short book, but with 4 different characters who all see the world differently. You have the main character who is a woman who kills gods for a living, and that's how she sees the world. She sees the world as a battleground. But then we have a young girl who sees gods as kind of sweet, kind of like pets. And we have a knight who sees gods as, everyone's faith is individual and it is their own and it is beautiful. And then we have a god as part of the quest as well, who sees the world as quite literally trying to kill him. And to put them in a quest format, you sort of have to push all these characters together with their different perspectives, their different ideas about the world, and you send them on a journey of fellowship where they have to find a way to work together. And I think this is something that I love about fantasy and love about trilogies, is that you have the growth of characters, both from that introduction of throwing them against their opposite, and then throughout the story, having them again and again confront the limitations of who they are and what they believe. Oui, effectivement. Dans cette tradition de la quête, ce que j'ai aimé, c'était aussi de pouvoir amener ensemble des personnages qui viennent d'horizons complètement différents, qui ont des visions complètement différentes du monde aussi. Donc, par exemple, dans mon livre, finalement, dans un espace assez court, on a 4 points de vue.
car le roman est écrit avec 4 points de vue. On a donc, qui correspondent à 4 personnages différents. On a d'abord une femme qui gagne sa vie en tuant des dieux. Donc c'est comme ça qu'elle voit le monde. Elle le voit comme un champ de bataille. On a comme deuxième personnage une jeune fille qui voit plutôt les dieux avec douceur, qui les voit un petit peu comme on regarde ses animaux de compagnie. On a un chevalier qui, lui, voit les dieux comme des entités individuelles, puissantes. Et on a un dieu, justement, qui, littéralement, pense que le monde, c'est un monde qui est en train d'essayer de le tuer. Donc, dans le format de la quête, on peut amener tous ces personnages ensemble et les mettre sur un chemin de recherche, mais aussi de communauté, parce qu'ils vont devoir travailler ensemble. Et c'est ça, ça aussi, c'est un trope de la fantasy et même de la trilogie. Pour moi, ça représente une opportunité de faire grandir les personnages par d'abord les oppositions entre eux au début, mais finalement, c'est à eux-mêmes qu'ils se confrontent. Tout le long de la quête, ils doivent se confronter à leurs limites, les limites de qui ils sont et de ce en quoi ils croient. Moira Buffini, vous aussi, alors vous nous l'avez dit, vous vous êtes plongée et projetée dans le roman et la trilogie parce que votre projet était trop grand. Mais alors je vous pose la question, pourquoi une trilogie? Pourquoi pas une pentalogie? Pourquoi pas... Est-ce que vous aviez décidé du nombre de tomes dès le départ? As I say, when I began writing the first book, I realized the story was too big to end satisfyingly in one book. And that is because it is, as you say, character. It's about ensemble. What a trilogy gives you is the ability to write several characters deeply and to follow their experience through time and through the great events that they feel powerless to control and yet find themselves caught in the middle of. So it gives you an amazing ability to paint a very big picture. I haven't written anything like this before, but I have written series television. So it feels like I'd just come off writing a show called Harlots. And there were 3 series. And through the 3 series, we painted a picture of a whole society and an outlaw economy. And followed several characters in depth. And I thought, well, maybe with this trilogy, that's what I'm doing. I'm writing series 1, series 2, series 3, and following the very real. I mean, a world can you can paint a world from the outside, and it's nothing unless you people it with breathing real characters, and the characters now in Songlight. I love them all, and I have to follow their stories through to the end. And now that I'm beginning to write the 3rd book, and I'm wondering, is this the end? You know, or do you just leave the little hook at the end, and is there a 4th book? I don't know. I'll tell you when I've finished it. At the moment, it feels like a mountain that I'm starting to climb. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à écrire le premier volume, je savais déjà que l'histoire était trop grande pour pouvoir être conclue de façon satisfaisante en un seul volume. Et comme vous l'avez dit à l'instant, ce que ce genre-là nous offre aussi
comme opportunité, c'est d'assembler des personnages, de les amener ensemble, de les développer, de les voir grandir à travers le temps et surtout à travers des grands événements qu'ils sont incapables de contrôler, qui les submergent. Et donc, ça nous permet vraiment de peindre un très grand tableau. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, comme je vous l'ai déjà dit. Mais par contre, j'avais déjà écrit des séries télévisées, par exemple Harlots. C'est 3 séries en réalité dans lesquelles nous avons vraiment eu l'occasion de développer une société tout entière avec une économie illégale, avec le parcours de vie de nombreux personnages. Du coup, je retrouvais ces sensations-là dans l'écriture de Songlight, avec l'impression d'écrire pour la première série, la deuxième et la troisième. Donc, le plus important à retenir, c'est que quand on peint un univers comme celui-là, ce n'est rien de peindre de l'univers de l'extérieur. Ce n'est rien à moins que vous insuffliez la vie aux personnages, que vous les rendiez réels. Et les personnages de mon livre Songlight, je les aime profondément tous. J'ai vraiment envie de les suivre à travers tout leur parcours. J'ai commencé à écrire le 3e volume. Je ne sais pas encore où il va se terminer. Est-ce que je vais le conclure? Est-ce que je vais créer une petite ouverture à la fin qui va mener vers un 4e livre? Je ne sais pas encore. Je vous le dirai quand j'aurai terminé. Mais pour l'instant, ça ressemble à une énorme montagne que je commence juste à escalader. Moira Buffini, nous allons parler un petit peu plus de l'univers de chacun de vos romans. Vous, c'est une fantaisie que l'on peut dire dystopique. Ça se passe après la disparition de notre monde ou civilisation, ou de l'époque, en tout cas, que nous connaissons. Comment vous est venue cette idée, d'abord le désir d'écrire une dystopie? Je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans les éléments que l'on révèle, mais on peut le dire quand même, je pense, parce que c'est dès le départ. Certains habitants de la ville que l'on découvre ont une forme de don de télépathie qui leur permet de communiquer avec des personnes qui ont le même don et qui se trouvent très très loin de chez elles. Et cela va provoquer ou permettre un certain nombre de péripéties. Vous nous direz ce que vous voulez nous dire sans révéler trop les ressorts de l'action. Est-ce que vous vous êtes donc projeté immédiatement dans cette dystopie, dans la fantaisie, et comment est-ce que vous étiez lectrice, spectatrice de ce type de livre-là, ou est-ce que c'est l'exploration d'un monde nouveau pour vous aussi? Yes, thank you for your question. Yes, I love a dystopia. And I think I started to write this book in lockdown. And what I wanted to write, I lost all my work. I'm a dramatist. I had a play in rehearsal, boom, gone, overnight. So I found myself with time. What I wanted to write about was love and light and radical hope, radical optimism. I was listening to Nick Cave yesterday, and he said that hope is like optimism with a broken heart. And I think this is what I wanted to explore in this novel, was the world feels often overwhelming, and it feels as if we're in some kind of, at times, death spiral. And I wanted to write about what might be beyond that. What might be beyond that? This idea of geological time, this idea of recovery, this idea of, are we always going to make the same mistakes over and over? As we look back into history, as I usually do when I write, like Harlots was historical fiction, I thought, what if I look the other way? What if I look forwards? And let's have a look and see these sort of shoots of recovery after the worst has happened.
You know, when the worst has already happened, everything that happens afterwards is recovery, and I wanted to look at that. So, so I began. And yes, the characters in my story, some of them have, and this is based on a dystopia that I read when I was about 14, 15 years old, a dystopia called The Chrysalids by a guy called John Wyndham, and it was a book I read at school, and it described a sort of group of young people far, 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 thousands of years in the future, some of whom who had developed telepathy. And I found this fascinating when I was young, this idea of telepathy. And I think it does speak to our desire for communication with one another. That I think that is how we operate as a species. We are social, we communicate. And perhaps, again, it was lockdown and our enforced isolation that made me want to write about telepathy, our ability to communicate. So this is what I set myself, the same recipe as John Wyndham had. A far future society, a group of young people, some of whom are telepathic, and a very repressive, dystopian backdrop, if you like. And as soon as I began to write the characters, the marvelous young people who, and the young, it is a coming of age story, and I think there is always endless endless hope and optimism in a coming of age story, because everything is new. You are experiencing love for the first time. You are experiencing when you disagree, when you see your society and you think, no, I can't live this way, for the first time, you know. So everything is sort of new and up for grabs. And I'm sorry, I forget the end of your question. Perhaps I ought to stop there and let you translate. Merci pour cette question parce que effectivement, j'aime vraiment le genre de la dystopie. Moi aussi, j'ai commencé à écrire pendant le confinement, à une période où du jour au lendemain, j'avais perdu tout mon travail en cours parce qu'à l'époque, j'avais une pièce de théâtre qui était en cours de répétition et soudain, plus rien. Et donc, en confinement, j'ai ressenti le besoin d'écrire une histoire sur l'espoir, sur l'optimisme radical. Et j'ai envie de citer Nick Cave, qui dit que l'espoir, c'est l'optimisme quand on a le cœur brisé. Et c'est ce genre de sentiment que je voulais explorer. Explorer un monde qui a l'air vraiment de peser trop lourd sur nos épaules quand on a l'impression que tout est une spirale de mort. Je me suis demandé ce qu'on pouvait voir au-delà de ça, en pensant à des choses comme, vous savez, le temps géologique qui fait que tout se répare, la notion justement de guérison, de réparation. Je me suis demandé aussi, dans cette période d'isolement, en regardant en arrière dans notre passé, puisque c'est souvent ce que je fais quand j'écris, si on répète toujours les mêmes erreurs, si on est condamné à toujours les répéter. Donc effectivement, quand j'écris, je regarde souvent en arrière, et dans le travail dont j'ai parlé plus tôt pour la série télé Harlots, puisque c'est une fiction historique, j'ai effectivement dû beaucoup regarder dans notre histoire passée. Mais pendant le confinement, je me suis demandé ce qui pouvait se passer si, au lieu de regarder en arrière, je regardais loin en avant. Et toujours avec ces questions de guérison, de ce qui se passe après le pire. Parce qu'une fois que le pire s'est passé, tout ce qui se passe ensuite, c'est de la guérison. Un autre élément fondateur à propos de la dystopie, c'est une lecture que j'ai faite quand j'avais 14 ou 15 ans, un livre de John Wyndham qui s'appelle Les Chrysalides, qui est une dystopie.
J'ai lu ça quand j'étais à l'école. C'est donc une dystopie avec un groupe de jeunes dont certains ont développé un don de télépathie. Et tout ça dans un univers des milliers d'années après le nôtre. Je trouvais cette idée de télépathie tout à fait fascinante. Je pense que ça faisait aussi appel à mon profond désir de communication pendant le confinement. Et je pense que c'est vraiment un besoin fondamental en tant qu'espèce qu'on a. Nous sommes une espèce sociable qui a besoin de communication. Et donc voilà, ça c'était la recette de départ de mon écriture avec ces ingrédients qui me viennent de Windham. J'ai aussi imaginé une histoire dans un futur très éloigné avec un groupe de jeunes et ce don de télépathie et dans mon histoire aussi un contexte dystopique avec une société extrêmement répressive. Dernier aspect, quand j'ai commencé à écrire les personnages, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que c'est une histoire d'apprentissage. Donc là aussi, il y a énormément d'espoir et d'optimisme parce que dans une période d'apprentissage, tout est nouveau, tout est possible. On expérimente l'amour pour la première fois. On est aussi capable de porter un regard neuf sur sa société et d'être en désaccord, de dire non, je ne peux pas vivre de cette façon-là. Hannah Kanner et Fanny Caldin, pour finir cette rencontre, je vais vous poser la même question à laquelle je vous demanderai de répondre brièvement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Tout simplement pour parler un peu de votre univers. Est-ce que ce que vous avez écrit, l'univers que vous avez développé dans vos romans, correspond à ce que vous avez l'habitude de lire, aux univers que vous aimez, ou est-ce que l'écriture vous permet d'explorer autre chose que ce que vous connaissez, ce que vous lisez, ce que vous pratiquez d'une certaine façon? I read a lot of fantasy books and a lot of history books, and so the universe I explored, I wanted to be a reimagining of the kind of trade cultures of the Mediterranean. I'm really fascinated with how stories are told and exchanged through history, how different cultures have interacted and shared and grown together throughout history, and how kind of myths and gods and fairy tales have come through the exchange of stories over campfires, as well as the movement of food and spices and cloth and knowledge. So I really wanted to bring these elements as an undercurrent to the world of Godkiller, all these kind of ideas of people and their different versions of the world. Je suis effectivement lectrice de livres de fantasy et d'histoire, surtout. Et c'est ça qui m'a inspirée à créer une histoire dans laquelle je pourrais mettre ces éléments historiques. Donc il y a des choses qui m'intéressent particulièrement, par exemple au fil des siècles, tous les échanges commerciaux qui se sont passés dans la région de la Méditerranée, la façon dont les différentes cultures ont interagi, ont partagé, se sont construites l'une l'autre. Par exemple, les mythes, les contes de fées, les dieux, tout ça, ce sont le résultat d'échanges entre ces différentes cultures. J'avais envie de donner une place aux différents mouvements qui se sont passés dans cet espace, que ce soit les échanges d'épices, de tissus ou de connaissances. Donc tout ça, c'est un petit peu ce qu'il y a sous mon histoire, ce qui tapisse mon univers, ces différentes visions du monde qui s'influencent les unes les autres. Fanny Caldin, rapidement, est-ce que vous lisez les livres que vous écrivez? Enfin, est-ce que vous lisez des livres qui ressemblent à ceux que vous écrivez?
Alors oui et non, je lis beaucoup de fantasy et c'est vrai que dans les arcanes, il y a ce côté ésotérique, comme on l'a dit, parce que Pita, mon héroïne, a un oracle, mais c'est de la fantasy parce qu'elle a un don particulier pour lire les cartes, elle bascule dans son monde intérieur. Donc la fantaisie, oui, ça, je connais assez bien. Par contre, l'histoire se passe au 19e siècle, donc c'est aussi un peu un roman historique, et j'ai beaucoup moins l'habitude d'en lire. C'était une période que je connaissais très mal, donc j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis plongée dans cet univers-là, et ça a amené de la nouveauté par rapport à ce que je lisais. Et comme pour les autres aussi, c'est un roman initiatique, puisqu'on va suivre Pita qui grandit. Et je pense que c'est ça qui m'a conduit aussi à écrire de l'imaginaire, parce que c'est un trope qu'on voit beaucoup, le jeune, l'adolescent qui devient un adulte. Et c'était un thème qui m'intéressait particulièrement et que j'avais très très envie de travailler. Merci beaucoup à toutes les trois. Je pense qu'on vous retrouve immédiatement en signature sur les stands de vos éditeurs que je vais donc rappeler. Pour Moira Bouffini, la trilogie des torches, vous êtes sur le stand de votre éditeur, c'est-à-dire La Martinière, les éditions de La Martinière. Fanny Caldin, Les Arcanes de Brume, vous êtes sur le stand des éditions Robert Laffont. Et Hannah Kanner, Les Dieux déchus, vous êtes aux éditions de Saxus. On vous retrouve immédiatement. Merci.